Nous avions même proposé une réunion préliminaire à Hong Kong en avril pour résoudre tous les problèmes et les inquiétudes qu'il pourrait avoir, mais en vain. Il est possible que les manifestations à Lhasa en décembre 1988, en commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, aient été l'une des raisons pour lesquelles cette réunion n'a pas eu lieu. Le 28 janvier 1989, le Panchen Lama est mort subitement dans son monastère de Tashi Lumpo. Nous avons pleuré son décès, le cœur lourd, convaincus que nous venions de perdre un dirigeant tibétain héroïque qui avait beaucoup souffert pour son peuple. Tant qu'il était en vie, j'ai senti les efforts qu'il faisait au Tibet, surtout sur le front de la protection de la langue, la culture et l'identité tibétaine, en parfait complément avec mon propre rôle de porte-parole des Tibétains dans le monde libre. Sa mort subite m'a profondément attristée, et j'avais la conscience aiguë d'avoir perdu un allié puissant et courageux sur le terrain. Nous avons prié à la mémoire du Panchen Lama au temple Tekshen Choling à Dharamsala, et des cérémonies similaires ont eu lieu dans beaucoup de monastères, et particulièrement à Tashi Lumpo, le monastère traditionnel du Panchen Lama, qui avait été rétabli dans le sud de l'Inde. Comme le veut la coutume, j'ai composé une prière de 9 strophes pour son retour rapide, où figuraient les vers suivants. Même sous la canopée des nuages épais d'une menace constante, privé de tout contrôle et de toute liberté, tu as porté sur tes épaules le lourd fardeau de la doctrine du Bouddha et du bien-être des êtres vivants. Hélas, que tout son départ pour la paix est triste. En accord avec les aspirations que tu as cultivées si longtemps, puisse la nouvelle lune de ton indéniable réincarnation briller depuis les pics enneigés orientaux pour la bonne fortune du peuple du pays des neiges. Puissons-nous trouver la joie de chérir cette nouvelle lune resplendissante. L'Association bouddhiste de Chine m'a invité à participer à la cérémonie dédiée à sa mémoire, de toute évidence avec l'assentiment du gouvernement. Nous avons pris cette invitation très au sérieux. Cependant, Pékin venait tout juste d'annuler les rencontres de Genève. Wu Qinghuai, le dirigeant relativement modéré du parti au Tibet, avait été limogé fin 1988 et j'étais invité à Pékin, pas au Tibet. Il ne semblait pas clair que je sois en mesure de rencontrer les principaux dirigeants chinois ou des personnalités tibétaines importantes. Devant tous ces doutes et sans disposer du temps nécessaire pour évaluer soigneusement toutes les implications potentielles, nous avons finalement pris la décision de refuser. Ensuite, les événements ont rapidement dégénéré. Le 5 mars 1989, dans les jours précédant l'anniversaire du 10 mars, la plus grande manifestation contre le pouvoir communiste chinois depuis le soulèvement de Lhasa en 1959 a eu lieu. Pendant 3 jours, la police chinoise a brutalement sévi contre le peuple tibétain, faisant plusieurs centaines de morts. Le 8 mars, les Chinois ont décrété la loi martiale à Lhasa. Le problème du Tibet était à présent soulevé dans les parlements de beaucoup de pays européens, et la première audience internationale sur la violation des droits de l'homme au Tibet a été organisée en Allemagne cette même année. Le 15 avril, Hu Yaobang, qui avait été écarté de la direction du parti en 1987, est mort. Une série de manifestations conduites par les étudiants a commencé ce jour-là et s'est prolongée jusqu'au 4 juin à la place Tiananmen à Pékin. Les étudiants appelaient les dirigeants à mieux rendre compte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, à instaurer la démocratie, la liberté de la presse et la liberté d'expression. Au plus fort de l'événement, plus d'1 million de personnes se sont rassemblées, constituant ainsi le plus grand défi posé au Parti communiste chinois depuis son ascension au pouvoir. Comme le reste de la planète, j'ai été subjuguée par ces faits, que j'ai suivis avec un mélange d'admiration, d'angoisse et d'espoir. Le 14 mai, j'ai déclaré « J'observe avec un grand intérêt le mouvement qui a actuellement lieu en Chine en faveur de la démocratie et de la liberté. Le peuple chinois, particulièrement les jeunes et les intellectuels,
essaient de communiquer ses véritables sentiments. Je soutiens leur mouvement et j'admire leur courage. Ces développements seront bénéfiques pour la Chine. Il semble qu'au moins une partie de la classe dirigeante chinoise essaie d'adopter une approche plus positive de ces évolutions, malgré la pression immense au sein du système. Je demande instamment aux dirigeants chinois d'avoir le courage d'accepter la réalité et de comprendre les aspirations de leur peuple. Le 20 mai, la loi martiale a été imposée à Pékin et 300 000 soldats environ ont investi la ville. Au milieu des tensions croissantes et des événements dramatiques qui s'étalaient sur les écrans de télévision du monde entier, je sentais qu'il me fallait exprimer ma solidarité envers les étudiants qui manifestaient et leurs aspirations. Beaucoup de personnes dans mon cercle proche m'ont conseillé de ne pas le faire parce que cela risquait d'offenser Pékin, avec qui, après tout, nous tentions de mener des négociations. Le 3 mai 1989, comme tout le monde le sait, les dirigeants chinois ont lâché l'armée populaire de libération sur leur peuple en tirant à balles réelles. Le 4, ils ont envoyé des automitrailleuses et des chars sur la place Tiananmen. À ce jour, on ne connaît pas encore le nombre de victimes. J'étais choquée. Le spectacle de l'armée chinoise tuant son propre peuple, pour la simple raison qu'il demandait plus de liberté et une vie meilleure, était horrible. J'ai appelé mon secrétaire Tenzin Gyatso-Tetong et Lodi Gyari, à l'époque responsable de l'information et des relations internationales, pour les convoquer d'urgence. Je leur ai demandé de travailler à une déclaration exprimant ma profonde opposition aux sévices infligés par le gouvernement chinois et ma solidarité envers les jeunes Chinois rassemblés place Tiananmen. À l'évidence, ils s'inquiétaient des répercussions négatives qu'une telle déclaration de ma part pouvait avoir sur les discussions en cours avec les dirigeants chinois. Mais je leur ai répondu que si je me taisais maintenant, quelle légitimité morale aurais-je ensuite pour parler de liberté et de démocratie ? Je leur ai rappelé que ces jeunes Chinois ne demandaient rien d'autre que plus de liberté. Il y a des moments dans le temps, surtout en ce qui concerne les problèmes fondamentaux de l'humanité, où l'on ne peut se taire par commodité ou par intérêt. Alors j'ai publié une déclaration exprimant dans les termes les plus forts mon opposition aux actions militaires entreprises par les dirigeants chinois. J'ai exprimé ma profonde déception quant à l'incapacité du gouvernement chinois à comprendre les véritables sentiments de son peuple. Et tout en pleurant la perte de tant de personnes innocentes, j'ai dit à quel point je partageais la peine de leurs familles, leurs parents et leurs amis qui venaient de perdre un proche. Je peux affirmer avec confiance qu'en ce 4 juin 1989, les Tibétains partout dans le monde, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays, étaient solidaires du peuple chinois. Plus tard, le 10 décembre 1989, quand j'ai officiellement accepté le prix Nobel de la paix à Oslo, j'ai commencé mon discours par ces mots. J'accepte le prix avec une profonde gratitude au nom des opprimés partout dans le monde et pour tous ceux qui luttent pour la liberté et qui œuvrent pour la paix dans le monde. Je l'accepte comme un hommage à l'homme qui a fondé la tradition moderne d'action non violente pour le changement, Mahatma Gandhi, dont la vie m'a tant appris et tellement inspiré. Étant donné qu'il me semblait essentiel d'évoquer les événements de la place Tiananmen dans mon discours d'acceptation, j'ai écrit « En Chine, le mouvement populaire en faveur de la démocratie a été écrasé par la force brute en juin de cette année. Mais je ne crois pas que ces manifestations ont été vaines, parce que l'esprit de la liberté a été ravivé au sein du peuple chinois, et parce que la Chine ne peut échapper à l'impact de cet esprit de liberté qui balaie de nombreuses régions du monde. Ces courageux étudiants et ceux qui les soutiennent ont montré aux dirigeants chinois et au monde le visage humain de cette grande nation. Alors que les mouvements populaires en faveur de la liberté rencontraient du succès dans l'ancienne Union soviétique et en Europe de l'Est avec la chute du mur de Berlin, et les nombreuses personnes libérées du totalitarisme communiste, le mouvement étudiant de la place Tiananmen n'est pas parvenu à faire tomber le rideau de bambou de la Chine communiste. Inutile de préciser que les histoires
que les historiens et les experts géopolitiques chercheront à comprendre pleinement les raisons de ce contraste. Au risque de paraître simpliste, deux choses viennent à l'esprit. La première est que l'Armée populaire de libération de la Chine communiste, malgré son nom, était capable de tirer sur son propre peuple, ce qui n'était pas le cas en Europe de l'Est. La seconde, c'est qu'en Europe de l'Est, quand le pouvoir a été défié par des mouvements populaires pour la liberté, ces derniers étaient poussés par le soutien de quasiment l'ensemble de la population. Alors qu'à Tiananmen, même si des manifestations en faveur du mouvement étudiant ont éclaté dans plusieurs centaines de villes en Chine, ce soutien n'a jamais atteint la masse critique qui lui aurait permis de faire la différence.